Bonjour Monsieur Masson, Bonjour Laurence, merci de m'avoir invité. merci d'avoir répondu à l'invitation d'AG2R La Mondiale. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, à l'École des hautes études en sciences sociales et membre de l'École d'économie de Paris. Nous allons parler ensemble du thème de la longue vie et plus exactement de l'allongement de tous les âges de la vie. On sait que d'ici 2030, de nombreuses générations de baby-boomers vont entrer dans le grand âge. Est-ce que la France est préparée à affronter ce choc démographique? Oui, alors là, on peut parler effectivement avec cette arrivée des baby-boomers et plus largement de l'allongement de l'espérance de vie, d'une véritable vague déferlante qui, par exemple, obligerait à construire un nombre d'ici 2030, un nombre élevé de maisons de retraite un peu partout, qui fait que les restes à charge, c'est-à-dire que ce que les gens doivent payer au-delà de toutes les aides dont ils bénéficient, sont particulièrement élevés. Alors donc, ce n'est pas gênant forcément pour les riches, ils s'en sortiront toujours, ni pour les pauvres qui bénéficient d'une certaine manière d'aides spécifiques, mais le problème, évidemment, c'est les gros bataillons des classes moyennes. Alors, la loi qui est en suspens actuellement, c'est la cinquième branche pour un cinquième risque, donc ce risque de longévité, s'occupe effectivement des dépenses de soins et des dépenses d'accompagnement. Les dépenses de soins, c'est l'assurance maladie, et les dépenses d'accompagnement qui sont liées à l'allocation prestation autonomie, l'APA. Mais il y a un autre problème qui est lié au patrimoine et qui intervient en cas de dépendance lourde. En cas de dépendance lourde, les ménages doivent préfinancer les coûts d'hébergement en maison de retraite ou l'équivalent au maintien à domicile, en dépit des lois qui ont diminué ce coût du maintien à domicile, en particulier les aides professionnelles qui peuvent être parfois 24 heures sur 24. Et ces coûts, en fait, pour une situation qui serait correcte, juste, devraient augmenter puisque les professionnels soignants, que ce soit en maison de retraite ou à domicile, c'est des métiers qui demandent maintenant de plus en plus de qualifications et de compétences. Et ce qu'on appelle les gardiennes ou auxiliaires de vie, c'est plutôt des femmes. Ce pas des métiers attractifs, il n'y a pas de perspective de carrière, ils sont sous-payés, sous-qualifiés, avec des conditions de travail peu enviables, ce qui d'ailleurs explique les difficultés de leur recrutement. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter et espérer, c'est que ces coûts augmentent, justement parce que ce personnel serait mieux considéré et mieux rémunéré. Alors, vis-à-vis de ces problèmes, indépendamment donc de la loi pour la cinquième risque et la cinquième branche, qui concerne en fait donc les dépenses de soins et d'accompagnement, il y a un véritable problème donc des coûts spécifiques de la dépendance lourde, qui font des pertes de patrimoine importantes pour les familles. Et en fait, donc les familles sont confrontées à une double peine, la dépendance lourde, la perte d'autonomie forte pour un proche, et deuxièmement des pertes de patrimoine. Et c'est une véritable loterie patrimoniale dans le fait que, en fait, ce risque de dépendance lourde à 60-65 ans n'est pas si élevé que ça. Il est de l'ordre de 15 à 20% à peu près. Il pose beaucoup de problèmes de couverture. Le marché a des difficultés parce que c'est un risque complexe et parce qu'en fait, en l'absence d'une couverture publique, il ne sait pas comment se situer par rapport à la couverture publique. Et surtout, du côté de la demande, les gens, face à ce risque de dépendance lourde, n'ont pas envie de le considérer. Ils ont des attitudes de déni ou de dénégation, si vous voulez, l'une ou l'autre. Il est difficile de prévoir ce qu'on va faire spécifiquement si jamais on tombe plus tard en dépendance lourde et comment s'identifier à cet autre soi-même éventuellement très diminué, donc qui fait peur à l'avance, qui apparaît presque comme un étranger avec lequel on a du mal à s'identifier. Donc ce que vont faire les ménages, c'est thésauriser sous une forme, les ménages seniors, des formes d'épargne liquide peu risquées, en sachant que si jamais ils ont la chance de ne pas tomber en dépendance lourde, eh bien ça ira en héritage à leurs enfants. Alors je pense que cette situation est totalement inefficace, etc. Ça fait en particulier que c'est une des explications pour lesquelles les seniors ont beaucoup d'épargne, mais c'est une épargne qui ne peut pas servir aisément au financement de l'économie parce qu'elle est trop de court terme et trop liquide et trop peu risquée. Et donc l'idée, ce serait donc de mutualiser ces coûts patrimoniaux au sein des retraités par une assurance spécifique avec une cotisation sociale spécifique qui serait directement assise, c'est une réforme iconoclaste,
sur le stock de patrimoine des retraités. On peut difficilement leur demander des choses en moyenne sur leur pension, mais le stock de patrimoine, on peut. Alors, il y aura un seuil minimal au-delà duquel la cotisation arrive, et elle pourrait être plus que proportionnelle par rapport au patrimoine. Je passe après sur comment serait cette assurance dépendance patrimoine, est-ce qu'elle interviendrait qu'au bout de 2 ans de dépendance lourde sur des franchises, etc. Je laisse tomber ces problèmes, mais l'idée, c'est que donc, on aurait comme ça une mutualisation de ce risque de perte de patrimoine entre seniors. C'est très difficile de faire une cotisation sur le patrimoine des actifs qui est en phase de constitution. Sur le patrimoine des retraités, c'est plus facile. Les effets qu'on appelle de distorsifs, de réaction de l'assujetti à l'impôt, sont moins importants. Et donc, ce serait quelque chose qui aurait que des avantages, à condition donc qu'elle soit obligatoire. Pour résumer, si vous voulez, la situation patrimoniale actuelle, je résumerai ça par la règle des 4 fois 60. Les seniors, un quart de la population, 60 ans ou plus, donc, possèdent 60% du patrimoine non financier, d'abord immobilier, mais aussi 60% du patrimoine financier. Et l'héritage, dont le poids s'accroît de plus en plus dans la constitution des patrimoines, arrive de plus en plus tard, à 60 ans en moyenne, en pleine propriété. Je dis bien en pleine propriété, c'est-à-dire à la fois usufruit et nue propriété. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'héritage maintenant, depuis en particulier la loi de 2007 sur le conjoint survivant, est reçu à la mort du second parent. En fait, ce que vous dites montre quelque part qu'en effet, la France n'est pas du tout préparée à affronter ce choc démographique. Vous avez esquissé des solutions, mais en réalité, pour l'instant, elles ne sont pas là, elles ne sont pas sur la table. Et justement, je reviens sur ce que vous disiez, la 5e branche autonomie qui a été créée au sein de la Sécurité sociale en 2020. Bon, en fait, elle n'a été suivie d'aucune loi sur la dépendance, hein. Quels sont les principaux freins à l'adoption d'une loi sur le grand âge, puisque cette loi a été 1000 fois reportée, alors que ça fait des années qu'on en parle? En fait, la première proposition, c'est celle de Nicolas Sarkozy en 2007, et depuis, on attend. Alors, on attend pourquoi? Bien, en particulier parce que là, je parle du financement de la 5e branche, hein, donc c'est autre chose. Le problème, c'est la hausse des prélèvements obligatoires. Est-ce que vous avez demandé à des jeunes de 25 ans d'augmenter leur cotisation pour financer donc ces dépenses de soins et d'accompagnement? Alors évidemment, la tentation est grande de vouloir prendre sur les retraites pour mettre sur la dépendance au motif que notre système de retraite coûte plus cher, 3 à 4% de produit intérieur brut de plus que dans nos pays voisins. Ce n'est pas forcément une bonne solution, ça mettra en cause finalement la crédibilité du système de retraite. Donc, prendre directement en retraite n'est sans doute pas une solution. Et l'autre manière, si vous voulez, de financer, de pouvoir financer de manière assez large cette 5e branche, serait de faire travailler les Français plus et plus longtemps. Surtout plus longtemps, étant donné que si quelqu'un travaille plus longtemps, eh bien, vous avez un double dividende, il cotise toujours et il ne touche pas de retraite. Donc, c'est vers ça qu'il y a un certain consensus, que tout le monde ne partage pas d'ailleurs, mais c'est l'idée, donc il faut que les Français travaillent plus longtemps. Évidemment, ça pose un problème. Il faudrait déjà créer un grand plan pour l'emploi des seniors, comme disait Édouard Philippe déjà en juin 2019, mais ce grand plan pour l'emploi des seniors n'était toujours pas là. Donc on a un problème de ce côté-là. Et puis l'idée qui paraît vraiment une évidence, la palisse, comme on vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps. En fait, il y a un paradoxe dans un système de retraite par répartition, qui est qu'en fait, les actifs doivent travailler plus longtemps, pas du fait qu'ils vont vivre plus longtemps, ça on l'espère, mais on n'est pas sûr, mais du fait de la longévité des seniors actuels, les premiers baby-boomers et leurs aînés, du fait que ces baby-boomers en particulier sont nombreux, qui sont partis souvent tôt à la retraite, et que, pas forcément en France, mais dans d'autres pays, Italie, Espagne, Allemagne, ils ont fait peu d'enfants. De tous ces phénomènes démographiques, les générations actives sont pénalisées, mais ce n'est pas de leur faute. Il faudrait qu'on allonge la durée d'activité, ce qui paraît se dessiner. On voit bien que les retraités en bénéficient sans rien donner en échange. Ça n'est pas possible pour un bon équilibre entre les rapports entre générations. Et il faudrait donc un retour de solidarité, une espèce de contre-don au sens de Marcel Mauss, qui donc récompense les actifs
pour ce qu'ils font, et donc qui fasse que justement les retraités participent à l'avenir du pays et pas seulement en finançant les pertes de patrimoine de leurs dépendances. Donc on est là sur un nouveau contrat de génération. Justement, parlons de génération. On constate que à peu près tous les âges de la vie rallongent, hein, le temps d'études, la vie chez ses parents, la retraite active, avec en plus le recul de l'âge de départ à la retraite dont vous parliez à l'instant. Donc finalement, tous les âges de la vie rallongent, sauf le temps de vie au travail, qui lui a tendance à raccourcir parce que les jeunes rentrent plus tardivement sur le marché du travail, parce qu'il y a un faible taux d'emploi des seniors, parce que les parcours professionnels ne sont plus linéaires mais fragmentés. Quels peuvent être les impacts à terme de cette évolution entre les différents âges de la vie sur la société? Voilà, alors il y a vraiment l'apparition dans ce que vous dites de deux nouveaux âges. Il y a d'abord un nouvel âge de la jeunesse, cette émergence d'un nouvel âge de la jeunesse pour l'éducation, la formation, l'insertion professionnelle est normalement une bonne chose, mais apparemment, on le voit encore avec l'épisode de la pandémie, il n'est pas très bien vécu chez nous par les jeunes, et il n'est pas bon pour les jeunes ni pour l'économie. En gros, il est vécu de manière stressante par les jeunes, qui ont du mal, qui se demandent le diplôme, l'insertion professionnelle, l'installation familiale et tout. Et en plus, ce n'est pas suffisamment productif. Ça, on le sait, les tests PISA et autres montrent que les compétences de la population, et des jeunes en particulier, ne sont pas bons. En particulier, les compétences générales en mathématiques chez les filles. On a quand même la deuxième école mathématique au monde derrière les Américains. Donc là, je citerai Patrick Artus. En 2000, l'Allemagne et la France étaient des pays très voisins sur les compétences, le commerce extérieur excédentaire, sur le poids de l'industrie et le taux d'emploi. 22 ans plus tard, le taux d'emploi est à 8 points inférieur au taux allemand, l'industrie a maigri de 30%, le niveau de compétences s'est effondré, etc. Donc on a vraiment un problème, c'est de rendre cette période de la jeunesse à la fois plus attractive pour les jeunes et plus rentable pour l'économie. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, il faut peut-être une autre organisation, mais aussi de nouvelles dépenses. D'un autre côté, faire travailler les Français plus longtemps, en particulier dans les classes populaires, ça va entamer un deuxième âge qui est apparu, que j'appelle moi le bel âge, c'est-à-dire la retraite active pour vous, c'est-à-dire en gros entre 60, 65 et 75 ans. Bon, ça varie beaucoup d'une classe sociale à l'autre en fonction de l'espérance de vie en bonne santé et de l'espérance de vie tout court, mais il est évident, par exemple, pour les classes populaires, si jamais vous les faites travailler plus longtemps, ça va entamer ce bel âge, cette période qui est plus courte pour eux, où en fait ils sont encore disposent de l'ensemble de leurs moyens physiques, etc. Donc, pour le nouveau contrat entre générations que j'ai déjà évoqué, en fait, ces retours de solidarité des seniors, eh bien, ça concernerait vraiment les investissements d'avenir, donc l'avenir du pays, en particulier les investissements productifs sur les biens communs, c'est-à-dire la révolution digitale, les infrastructures, etc., les investissements écologiques, les énergies bas carbone, la transition énergétique, et les investissements sociaux, donc éducation, formation des jeunes, logement social pour les jeunes. C'est très cher, et comment les financer? En fait, si vous regardez à long terme, vous voyez ce qu'il faut faire. Je reviens à Patrick Artus, il faut générer davantage de revenus, par une réindustrialisation source de bon emploi, une amélioration des compétences et des qualifications, surtout chez les jeunes, une montée en gamme des produits, etc. Ça, c'est de la macroéconomie. C'est vers là sans doute qu'il faut se diriger, mais vous avez un problème, c'est que c'est qu'à long terme. Qu'est-ce qu'on fait à plus court terme? Il faut amorcer un tel processus en alimentant massivement donc les fonds dédiés à ces investissements d'avenir. Et le seul candidat, c'est l'épargne, bon, surtout financière, abondante des ménages seniors, mais qui est actuellement trop liquide et trop peu risquée, et qu'il faut donc réorienter ou déplacer massivement sur le long terme, des placements plus longs et plus risqués. Et il faut donc rendre ces placements plus longs et plus risqués possibles et attractifs. Là, ça passe plutôt par des innovations financières. Il faut que ce soit des placements transgénérationnels, donc les ménages, les familles devraient les détenir pour 25 ans, mais entre les parents et les enfants, parce qu'à 85 ans, vous ne pouvez pas vous investir sur 25 ans, et ce coût d'immobilisation pourrait être compensé par le fait qu'il y aurait une surtaxe successorale sur les droits de succession, mais ces placements seraient largement exonérés et donc deviendraient beaucoup plus attractifs par rapport aux autres biens patrimoniaux, justement parce qu'ils auraient des conditions de transmission beaucoup plus avantageuses. Mais sans cette surtaxe successorale, les ménages âgés n'iront pas. Donc il faut vraiment ces deux aspects, et ça permettrait donc enfin je ne sais pas, les seniors possèdent plus de 1000 milliards en assurance vie,
Donc, si vous pouvez déplacer une partie de ces 1000 milliards vers les investissements de long terme, c'est évidemment quelque chose de tout à fait valable. C'est ça que je recommande. On pourrait lutter contre l'impopularité des droits de succession en faisant remarquer aux parents, par ces placements transgénérationnels, ils épargnent toujours pour leurs enfants, ce qu'ils veulent faire, et en même temps, ils épargnent pour le bien commun de l'économie. Je précise donc que c'est toujours à moyen terme, à long terme, effectivement, il faut générer du revenu pour conserver notre modèle social. Si on ne génère pas du revenu, on peut considérer qu'il y aura de croissance demain, mais elle n'est pas là. On peut considérer qu'on fera payer les riches, mais il faut encore qu'ils restent là, ils ne sont pas si nombreux, etc., etc. Donc, c'est l'idée que les seniors récompensent ce que les actifs font pour eux au niveau de leur patrimoine, plutôt qu'en diminuant les retraites ou en oubliant de les indexer sur le coût de la vie, ce qui aura des effets très dommageables. Eh bien, la solidarité intergénérationnelle, quelque part que vous appelez de vos voeux, en tout cas est une notion qui parle au groupe AG2R La Mondiale. Merci beaucoup, Monsieur Masson. Merci à vous.